Ce week-end, le G20 va être à nouveau sous les feux de l'actualité et des attentes des peuples. Normal quand les 20 pays en question représentent 85% des échanges et 90% des richesses produites chaque année dans le monde. Des grands-messes qui donnent toujours un peu le sentiment de rester sur sa faim. Pourtant, les urgences sont nombreuses. Réguler la partie débridée de la finance, toujours tenter de pactiser avec le diable. On en parlera tout à l'heure à la troisième partie. Et puis, plus insidieux, mais tout aussi important pour ce qui concerne les Européens, donc les Français, et très ravageur, la menace qui pèse sur nos emplois industriels. C'est justement avec le ministre de l'Industrie, Christian Estrosi, qu'on va en parler puisqu'il est l'invité de Leader. Bonjour, alors monsieur le ministre, une petite question politique, puis après on parle d'économie. Vous n'êtes pas candidat à être Premier ministre? Non, absolument pas. Je ne suis pas dans la catégorie. Ah bon, d'accord. Mais d'abord, ce n'est pas aux ministres de se prononcer sur le sujet. Vous savez qu'il y en a qui ont fait allusion, c'est pour ça. Il n'y en a qu'un qui choisit. Hein. Oui, c'est tout là-haut. J'ai le sentiment qu'un certain nombre de ceux qui observent la scène politique française ne l'ont pas encore bien intégré. Monsieur Estrosi, que pensez-vous plus sérieusement, puis après je viens à l'économie, mais quand même, des déclarations de Dominique de Villepin en disant que le président de la République est le problème? Moi, je crois que Dominique de Villepin est l'exemple même d'une imposture parfaite. Il a pété les plombs? Quand on sait qu'il a été, malgré tout, à la fois secrétaire général de la présidence de la République, sous la présidence de M. Chirac, Premier ministre, chantant ses déclarations à l'emporte-pièce, tant sur le président de la République, sur le fait qu'échanger au plan commercial avec la Chine, pourquoi pas, mais pas comme ça. On se demande vraiment, là où nous l'avons vu commettre tant d'erreurs politiques, se placer toujours en donneur de leçons de morale me surprend. Est-ce que vous êtes, après on parle d'économie... Pour prendre un exemple, très vite. La réforme des retraites, les manifestations, pas comme ça. L'exemple du CPE, malgré tout, cette reculade épouvantable. On n'était pas sur Iéna, on était sur Waterloo. Nous pourrions prendre aussi l'exemple de la dissolution de l'Assemblée nationale en 1997. Quel succès politique extraordinaire de sa part. Est-ce que vous êtes pour l'exclure de l'UMP? Puisqu'il a sa carte de l'UMP, il a payé d'un mot, puis après on passe à l'économie quand même. Je pense qu'il ne faut surtout pas accorder plus d'importance que cela aux propos de M. de Villepin. Ce serait oui, mais est-ce que si vous le croisez dans les couloirs de l'UMP, une surexposition médiatique que ces propos ne justifient pas. Mais donc pas l'exclure, le laisser dans son coin, quoi. Je pense que sincèrement, les Français s'intéressent à d'autres sujets qu'aux déclarations à l'emporte-pièce de Dominique de Villepin, qui, je vous le dis, rappelle tout simplement une sorte d'imposture médiatique. D'ailleurs, cela apparaît de plus en plus comme cela, quand je pense que nous venons de recevoir le président chinois, qui vient de s'engager à ce que nous passions d'ici 2015 de 40 milliards de dollars d'échanges commerciaux à 80 milliards de dollars d'échanges commerciaux, et que le même personnage auquel vous venez de faire référence dit que ça n'est pas comme cela qu'il faut faire. Enfin, nous avons aujourd'hui les plus grands industriels de notre pays que j'ai accompagnés tout au long du périple pendant 3 jours du président Hu Jintao, qui ont signé des contrats, qui se sont rendus au contact d'industriels comme PSA pour nous permettre d'implanter une nouvelle usine en Chine. Quand on pense qu'en Chine, en 2015, 1/3 des véhicules automobiles produits dans le monde seront vendus en Chine. Oui, comment voulez-vous que la France, qui défend une sorte de patriotisme industriel malgré tout, ne soit pas positionnée sur ce marché? Monsieur de Villepin préfère que nous laissions la place au BMW, au Fiat, à General Motors. Nous n'avons pas la même conception de la politique et de la vie économique de notre pays, de toute évidence. Christian Estrosi, à propos des Chinois, je ne vous parle pas du président Hu Jintao, où il est dans une posture bien précise, mais vous avez côtoyé pendant 3 jours la délégation chinoise. Il y a toujours une méfiance en France, en disant oui, mais ils vont nous copier, oui, mais ils vont nous piller, etc. Est-ce qu'ils ont une réelle, selon vous, volonté de coopérer aujourd'hui? Et c'est une volonté qui est plus qu'affirmée. D'abord, il ne faut pas se tromper entre technique et technologie.
Vous savez que, par exemple, sur les Airbus que nous vendons, il n'y a en réalité aucun transfert réel de technologie. Et nous savons que c'est parce que nous serons dans l'innovation en permanence, et c'est bien pour cela que, alors que nous célébrons le 40e anniversaire de la disparition du général de Gaulle, qui a lancé une grande politique électronucléaire, aéronautique, aérospatiale, de transport à grande vitesse ferroviaire, est-ce qu'on a à craindre quelque chose tant que grâce à la révolution industrielle que nous avons engagée avec Nicolas Sarkozy, nous serons à la pointe de l'innovation avec 17 milliards d'euros d'investissements d'avenir qui ont été engagés. Vous savez, pour copier, il faut 5 ans, 10 ans. Quand vous savez que dans 2 ans, les Airbus A320 que nous vendons aujourd'hui auront encore une technologie beaucoup plus avancée parce que nous sommes et nous serons encore plus à la pointe de l'innovation, je pense que les Chinois, qui sont des partenaires loyaux, ont bien compris qu'il vaut mieux avoir un partenaire comme la France, qui sont en permanence dans l'innovation grâce à ces investissements d'avenir pour acheter ce qu'il y a de meilleur pour leur marché des transports aéronautiques, plutôt que d'essayer de se lancer dans des copies qui ne les amèneront qu'à avoir un retard technologique sur la France. Qui dit chinois, et chacun a bien compris cela. On est en compétition avec Boeing. Bon, vous pensez que les Américains procèdent différemment pour essayer de conquérir le marché chinois que de la manière dont procède la France aujourd'hui? Je pense que nous avons intérêt à ne pas laisser la totalité de ce marché aux Américains, mais peut-être que M. de Villepin pourrait faire que ce soit les salariés, les ouvriers, les ingénieurs, les techniciens américains qui profitent de ces échanges commerciaux plutôt que le fabriquer en France et l'ensemble des talents et des intelligences de notre pays. À propos de fabriquer en France, Christian Estrosi, il y a une bataille industrielle très vite, malheureusement, avant de passer à la deuxième partie, entre LVMH et Hermès. Aujourd'hui, l'industrie du luxe est dans une période un peu mouvante. Vous aviez fait quelques annonces il y a quelques temps sur votre politique industrielle en faveur de l'industrie du luxe. C'est quand même au compte des leaders. L'industrie de la mode et du luxe, nous avons les grands créateurs. Nous avons LVMH, nous avons Hermès, nous en avons bien d'autres, bien évidemment. En même temps, je pense, moi, aux jeunes créateurs. Nous sommes, depuis le Second Empire, dans ce domaine des leaders mondiaux qui sont aujourd'hui bousculés par la place de New York, par la place de Milan. Nous voulons continuer à faire la course en tête parce que nous avons des talents extraordinaires et il faut défendre les jeunes pousses. Voilà pourquoi je veux mettre en place, avec l'ensemble de la filière, une banque de la mode. Je vous annonce que là où j'y travaille depuis 1 an, dès la semaine prochaine, je l'annoncerai en partenariat avec la Société Générale et notamment... Une banque de la mode avec la Société Générale. Et sans doute une autre banque qui viendra nous rejoindre. Tout cela pour s'additionner aux efforts. Une banque de la mode, d'un mot parce que une banque de la mode, ça n'est pas créer une nouvelle banque, c'est simplement par rapport aux aides de l'État et aux cautions qui sont apportées, aux jeunes créateurs, aux accompagnements avec Oseo, avec le défi, là où mon ministère met déjà 1,5 million d'euros par exemple, pouvoir leur apporter, garantir et cautionner des prêts jusqu'à 80 à 90%, parce qu'on sait qu'il faut du moyen terme, du long terme, pour pouvoir se lancer sur de la création avec plusieurs saisons, été, automne, hiver, printemps, en fait, et permettre à ces jeunes créateurs d'être accompagnés pendant un certain temps. Je peux vous dire aussi que nous allons enfin mettre en place et labelliser une école de la mode. Aujourd'hui, nous avons la Saint-Martin's School à Londres. Nous avons aussi à Anvers, en Belgique, 2 grandes écoles. Nous avons une dizaine d'écoles en France qui sont diversifiées dans la création, dans l'innovation, dans la commercialisation, dans le marketing, etc. Eh bien, en fédérant les cycles de formation de chacune de ces écoles, en leur permettant de co-signer une sorte de mutualisation dans leur programme, nous allons définir un diplôme qui aura une valeur équivalente à celui que propose la Grande-Bretagne ou la Belgique, et ainsi pouvoir revendiquer d'avoir une grande école de la mode dans le respect de l'identité de chacune de nos écoles. Alors, on va continuer, bien sûr, de parler politique industrielle, Monsieur Estrosi. À chaque fois, c'est la même et lancinante question. Est-ce que la fin des primes à l'auto va faire effondrer le marché? Est-ce que, bien sûr, l'État doit se préoccuper de
d'aller au fond, comme avec l'affaire Molex. Cécile Cornudet des Échos a voulu l'évoquer. On voit d'abord le sujet signé Cécile Cixous. Premier cas, l'affaire Molex. En 2009, l'équipementier américain fermait son usine en France, à Villemur-sur-Tarn, après 11 mois de lutte parfois violente entre les dirigeants et les syndicats. Suite à cela, les salariés licenciés ont lancé des actions judiciaires. Conséquence, Molex refuse de se plier à la législation française et stoppe le paiement du plan social. 50 millions d'euros auraient déjà été réglés, il resterait 4 millions à rembourser. Parallèlement à cela, le groupe déclare des bénéfices records pour l'année 2010 avec un chiffre d'affaires qui fait un bond de 33%, soit un gain de 650 millions d'euros. L'annonce provoque une levée de boucliers du gouvernement français. Christian Estrosi somme alors PSA de ne plus faire de commerce avec le groupe américain. Autre dossier, celui de la bataille entre le géant allemand Siemens et le français Alstom. Eurostar a passé commande auprès de Siemens. 10 trains à grande vitesse, coût du contrat 600 millions d'euros. Un accord qui n'est pas du goût d'Alstom, partenaire commercial traditionnel d'Eurostar, mais pas non plus de Paris qui monte au créneau pour soutenir son industrie de pointe. Bilan, Alstom attaque Eurostar de toutes parts, non seulement auprès de la Cour de justice de Londres qui a débouté sa demande, mais aussi auprès de la Commission européenne. L'entreprise ferroviaire n'aurait pas respecté les règles européennes sur les appels d'offres. Dans un contexte de crise, le gouvernement intervient de plus en plus pour défendre les intérêts économiques français au détriment de la loi du marché. Cécile Cornudet, c'est vrai que la politique industrielle oblige quand même de se mêler parfois de beaucoup de choses. Oui, Monsieur Estrosi, tout à l'heure vous-même, vous prononciez le mot de patriotisme industriel. Pour revenir sur l'affaire de Molex, notre petit sujet l'a rappelé que vous avez demandé à PSA et à Renault de ne plus s'approvisionner chez Molex. Qu'est-ce que ça a donné? Alors là, vous ne parlez pas de politique industrielle, vous parlez de politique sociale, puisqu'il s'agit de 19 salariés protégés qui, alors que Molex France, la filiale de Molex États-Unis, n'a plus d'activité. L'interventionnisme, en tout cas, de l'État. N'a plus d'activité. Ça relève presque plus du ministère du Travail que de mon ministère. J'ai souhaité un ordre simplement, comme ça donne quoi? Est-ce que c'est suivi des faits? Moi, mon job a consisté à veiller à ce qu'au moment où une entreprise américaine, sa filiale française, décidait de mettre un terme à une activité industrielle dans Midi-Pyrénées, de veiller à ce qu'il n'y ait pas un vide en termes d'activité industrielle. Tout le monde me disait, c'est pas possible, vous n'y arriverez pas. Le volontarisme a démontré que c'était possible, puisqu'aujourd'hui, il y a Villemur Industrie, on est parti à 15, on était à 50 salariés en 6 mois, on sera à 80 à la fin du premier trimestre 2011, à 150 à la fin de l'année 2011, avec des contrats que Jette Villemur Industrie a signés. Maintenant, je trouve qu'il est scandaleux quand on dégage 73 millions d'euros de profit aux États-Unis, qu'on en reverse 15% à ses actionnaires, qu'en même temps, on ne respecte pas ses engagements sociaux en France. Voilà pourquoi, non, je n'ai pas sommé, parce que je respecte la direction de PSA, je respecte la direction de Renault. Je leur ai demandé simplement de m'accompagner pour faire comprendre à la direction de moi. Ils m'ont suivi. D'ailleurs, vos confrères de l'AFP l'ont parfaitement répercuté. Et aujourd'hui, nous avons pris à tâche, en tout cas ce sont eux, les avocats de Molex, qui souhaitent que nous trouvions un accord. Je leur demande simplement de respecter ce qu'ils doivent à ces 19 salariés, sachant que pour 263 autres salariés, la totalité des indemnités prévues par le PSE ont été réglées. Encore hier, vous menaciez de porter plainte contre Molex. Est-ce qu'il y a des précédents? Un liquidateur a été nommé jeudi dernier. Celui-ci donc est habilité à déposer plainte pour insuffisance d'actifs. Et ça, il y a des précédents. Ça existe que l'État, comme ça, porte plainte via un liquidateur dans des affaires privées? Il n'y a pas beaucoup de précédents parce que nous n'avons pas connu beaucoup de périodes par le passé où il y avait un tel volontarisme politique de la part de l'État volontarisme ou interventionnisme, pour soutenir... attendez, permettez-moi de vous dire que moi, j'exige que dans mon pays, on respecte les lois de mon pays. Et que quand on se met en cessation de paiement, alors qu'on dégage 73 millions d'euros de bénéfices, on assume complètement les engagements qu'on a pris devant des salariés. Je ne veux pas qu'on donne cette image dans notre pays. Et à ceux qui prétendraient que ce pourrait être à l'égard des États-Unis de mauvaise manière que d'agir de cette façon,
c'est ce qu'ils disent, ce ne sont pas des Américains, c'est tout simplement un investisseur étranger, un actionnaire étranger, quel qu'il soit. Je veux dire qu'IBM France, depuis 40 ans, implanté chez nous, vient d'installer son centre de R&D sur la ville intelligente à la Gaude, que Texas Instruments est un grand partenaire, qu'Intel, le géant des télécoms américains, a implanté 2 centres de R&D en France l'année dernière, et qu'en vous quittant tout à l'heure sur ce plateau, je me rendrai à Issy-les-Moulineaux chez Microsoft, qui a créé au cours de l'année écoulée 1600 emplois en France. Nous avons de formidables relations avec les grands industriels américains, ceux qui se comportent dignement, qui participent à l'action de nos pôles de compétitivité. C'est un comportement tellement différent. Est-ce que vous diriez que parfois l'Europe est un frein au patriotisme industriel? Là, on a appris que la Commission européenne voulait ouvrir une enquête pour savoir si, quand vous demandez à Renault de consacrer 70% de ses achats en pièces détachées à des industriels hexagonaux, ils se demandent si ce n'est pas en contrepartie d'une aide de l'État. Je suis expliqué devant M. Almoudia, le vice-président de la Commission en charge de la concurrence. Je l'ai parfaitement éclairé il y a quelques jours de cela à Bruxelles. Je l'ai parfaitement éclairé et je lui ai confirmé que les prêts que nous accordions à l'ensemble de nos industriels de l'automobile avaient été là pour les aider à traverser la crise, étaient là pour les accompagner à lancer une nouvelle chaîne de véhicules décarbonés, était en totalement sans contrepartie. Mais il y aura une enquête européenne on m'a demandé de fournir un certain nombre de pièces, et notamment le contrat de prêt qui stipule très bien qu'il n'y a aucune contrepartie. Donc, si vous donnez les pièces, il n'y a pas d'enquête. C'est une pièce qui se suffit elle-même. L'enquête, c'est cela. Oui. L'enquête a été de nous demander les pièces qui leur ont été fournies en contrepartie et qui apportent la démonstration de cela. Une petite question politique pour finir. On va changer d'étape ça, c'est naturel. Gouvernementale. Manifestement, Nicolas Sarkozy veut faire une nouvelle étape. Est-ce qu'il faut qu'il y ait des sujets industriels sur la table? Et ça, c'est ma première question. Et deuxième question, on parle beaucoup de Jean-François Copé au parti, à l'UMP. Est-ce que, du coup, il ne faudrait pas quelqu'un un peu de votre profil, plus sarkozyste que d'autres, au groupe UMP pour contrebalancer? Pour la première question à laquelle... que vous me posez, qui touche à la politique industrielle. C'est Nicolas Sarkozy qui, dans un grand discours, le 22 juin 2009, devant le Congrès à Versailles, la première fois qu'un président s'adressait à toute la représentation parlementaire, a appelé à une révolution industrielle dans notre pays. Mettre un terme à cette espèce de pensée unique qui nous a envahis sous les gouvernements de gauche comme de droite depuis près de 20 ans, pour pousser les nouvelles générations à aller vers des métiers de service, de finance, d'économie virtuelle. On a vu comment tout cela a failli bousculer notre économie en quelques heures lors d'un krach boursier. Et le lendemain, Nicolas Sarkozy me confiait de construire tout simplement de toutes pièces un ministère de l'Industrie qui avait disparu depuis un certain nombre d'années dans notre pays. On a lancé des états généraux. On a décidé de mettre en place 23 mesures pour faire notre révolution industrielle. Mais je n'ai pas achevé ma tâche, bien évidemment. Je souhaite, si le président m'en donne les moyens, d'aller jusqu'au bout de celle-ci. Ça sera à lui de juger si je suis plus utile ici ou ailleurs. Mais en tout état de cause, si vous me dites si le président a l'intention, dans la dernière phase de sa gouvernance, de poursuivre sur une grande politique industrielle, je vous dis oui, il en a bien l'intention. Et ce que nous avons initié et qui fait qu'aujourd'hui nous avons des chiffres remarquables, puisque nous sommes au terme du deuxième trimestre à plus 7% de production à la sortie de crise, à plus 7% de chiffre d'affaires, à plus 14% de commandes industrielles dans notre pays, ça démontre bien que cette nouvelle stratégie industrielle commence à porter ses fruits et qu'il nous faut la poursuivre. Voilà, rendez-vous est pris, sans doute après le G20. Merci Cécile. Alors je le disais en début d'émission, on va encore parler finance au G20, mais si l'on en croit l'attitude des États-Unis, la coordination des politiques monétaires et budgétaires des pays, c'est pas pour demain. On regarde le sujet signé Élise Ecardi pendant que nous rejoint Éric Lamarck, qui est professeur de finance à Bordeaux 4. Comme chaque année, le G20 arrive avec son lot de promesses. Cette fois encore, le but est de s'attaquer au problème de la régulation financière mondiale et de définir des obligations pour les États. Sauf que, une semaine avant le début de la rencontre, les États-Unis ont pris tout le monde de court.
en annonçant que la Fed, la banque centrale américaine, avait investi 600 milliards de dollars dans des bons du Trésor dans le but d'affaiblir sa monnaie pour doper ses exportations et relancer son économie, mais sans regarder aux conséquences sur les marchés mondiaux. C'est un signe évidemment que la politique américaine prime avant tout et que la négociation n'a même pas place, puisque nous sommes dans une perspective où la décision est déjà prise et il faudra seulement assumer ses conséquences ensuite. Donc on peut dire qu'un G20 totalement réussi est déjà une utopie, puisque la politique américaine est déjà passée par là. La France, qui prendra la présidence du G20 puis du G8 au printemps, va devoir tâcher de retrouver un équilibre malgré tout. Elle devrait essayer de recevoir l'appui de la délégation la plus à même de s'opposer aux décisions américaines, à savoir la délégation chinoise, qui justement était à Paris en fin de semaine dernière. Alors Éric Lamarque, vos petits camarades du secteur financier vont encore être sous, je dirais, le microscope du G20 ? Ben oui, à peu près 3 gros sujets financiers à l'agenda du G20. La guerre des monnaies, et avec les impacts qu'elle pourrait avoir sur nos exportations notamment. La régulation du système financier, avec les impacts que ça peut avoir sur le financement de l'économie et les risques de ralentissement de l'offre de crédit par les banques. Et enfin, je dirais, le dernier sujet financier, c'est celui un petit peu d'éviter le protectionnisme et de faire en sorte que les échanges se déroulent de façon assez fluide. Alors donc au moins 3 sujets. Pour Christian Estrosi. Et pour Christian Estrosi, effectivement, quand on voit ces sujets financiers, donc la guerre des monnaies, le problème des fonds propres des banques, et donc du financement, ce ne sont pas, je dirais, des orientations, en tout cas des sujets qui sont de nature, je dirais, à accompagner l'élan que vous venez de rappeler juste dans les deux parties précédentes dans l'émission, et notamment pour les PME. Les PME, on sait très bien, sont des engagements un peu plus risqués pour les banques. Donc que peut faire ou que fait le ministère de l'Industrie et le ministre de l'Industrie pour justement essayer d'équilibrer sans doute cette nécessaire réforme financière que tout le monde un petit peu souhaite pour éviter les dérives et malgré tout concrétiser, accompagner les chiffres positifs que vous venez de citer. Allez, réponse du ministre. Éric Lamarque, vous avez raison. La plus grande difficulté affecte les PME. La volatilité des marchés, les écarts importants entre l'euro, le dollar, mais même le yuan, nous voyons bien les difficultés. Ça a été un des grands sujets d'ailleurs d'entretien entre Nicolas Sarkozy et le président Hu Jintao, qui ont une véritable convergence de vues au moment où nous préparons ce G20 sur l'exigence de se doter d'un système monétaire qui nous permet de réguler, d'avoir une meilleure coordination et une plus grande stabilité sur le marché d'échange. Nous avons jeté les bases de ce nouveau système. Je ne suis pas sûr que nous réussissions immédiatement, mais en tout cas le fait que la Chine ait soutenu d'ailleurs le fait que la France puisse, à partir de Séoul, exercer la présidence du G8 et du G20 pendant la Chine va être un allié à Séoul, selon vous ? Va permettre à Nicolas Sarkozy, dont vous connaissez le volontarisme pour que nous apportions des réponses dans ce domaine, de peser de tout son poids. Monsieur le ministre, est-ce que la Chine va être un allié de la France au G20 ? D'après ce que vous en savez, après la visite de Hu Jintao. Ce qui est important, c'est qu'on ne donne pas le sentiment, un moment ou un autre, qu'il y aurait un camp contre un autre. Pourquoi Nicolas Sarkozy a-t-il voulu un G20 ? Parce que le G8 était une provocation à l'égard de tant d'autres millions de citoyens de la planète qui avaient le sentiment d'être tenus à l'égard des grandes politiques économiques, des grandes politiques monétaires, des grandes politiques d'innovation industrielle. Justement, le G20 est un lieu qui doit fédérer, qui doit amener à rapprocher les positions. Vous avez parlé des sujets de régulation monétaire, je pourrais parler de la volatilité aussi des matières premières, qui est un vrai souci dans le domaine industriel. Alors sur tous ces sujets, bien sûr, les grands groupes industriels qui ont une dimension multinationale, avec leurs multiples implantations, peuvent mieux résister que d'autres. Ceux qui subissent le plus de conséquences, vous avez raison, ce sont les PME et ce sont les sous-traitants qui arrivent au bout de la chaîne. Alors, Éric, oui, alors je rajouterais un dernier sujet qui n'est pas que le G20, c'est aussi la réduction des déficits budgétaires de l'État. Et on sait que l'État a comme tradition d'aider aussi les PME, vous l'avez dit, à travers OSEO, à travers des garanties. Donc là aussi, est-ce que l'objectif de
réduction de notre dette est aussi compatible avec le maintien de l'accompagnement et du soutien qu'on pourrait donner justement à cette catégorie de la population des entreprises. D'autant qu'il y a un député, Olivier Éric Lamarque, qui... Oui, et là on voit par exemple que les députés examinent en ce moment, et on ne sait pas le résultat, de revoir un petit peu les aides fiscales sur les jeunes PME les plus innovantes. On aura la décision ce soir suite à la lecture donc à l'Assemblée. Donc il y a comme ça des signaux sur, oui, l'innovation, oui bien sûr, mais c'est vrai qu'on est entre deux en disant, oui bien sûr, les orientations qui sont prises, l'innovation, pousser l'innovation, tout ça est déterminant, et surtout pour les PME. Oui, le crédit impôt recherche par exemple. De notre côté, c'est un bon exemple. Alors justement, en guise de conclusion, quelle politique industrielle et comment s'installe le crédit impôt recherche dans ce contexte? Ce qu'il faut, c'est donner plus de compétitivité. Nous avons perdu depuis 1999 25% de part de production industrielle dans notre PIB par rapport à l'Allemagne. Ça, c'est une réalité. Et il faut les reconquérir d'ici 2015. C'est pas en enlevant des aides à l'innovation. Pour cela, il faut gagner en compétitivité. Gagner en compétitivité, c'est pour nous la suppression de près de 12 milliards d'euros de taxes professionnelles depuis le 1er janvier dernier. C'est quand même une avancée conséquente. C'est également, bien évidemment, la libération de la fiscalisation des heures supplémentaires tant pour l'entreprise que pour le salarié. Et c'est bien sûr le maintien du crédit impôt recherche qui est, en matière de recherche, le crédit impôt le plus performant au monde. 4 milliards d'euros étaient inscrits sur le projet de loi de finances 2010. On n'y touche pas. Il y avait des craintes parce qu'au moment où nous devons réduire les déficits et où nous touchons à un grand nombre de niches fiscales, nous avons dû, Christine Lagarde, moi-même, aller à la rencontre des parlementaires pour leur faire comprendre, pour ceux qui pensaient qu'il y avait des effets d'aubaine, qu'au contraire, c'était un véritable soutien à la recherche, au développement, à l'innovation. Et nous avons obtenu, je vous le confirme aujourd'hui, que ces 4 milliards d'euros soient reconduits dans le projet de loi de finances 2011. C'est un ouf de soulagement pour la plupart de nos PME, plus particulièrement celles qui sont tournées vers l'innovation, et qui en plus savent qu'avec les investissements d'avenir, près de 17 milliards d'euros tournés vers l'industrie, le crédit impôt recherche, ça a aidé souvent jusqu'au brevet. Après, il fallait aller jusqu'au prototype, il fallait aller jusqu'au démonstrateur. C'est là que ça a coincé pour les PME et donc, les sous-traitants de rang 2. Celles-ci vont pouvoir répondre à un certain nombre d'appels à projets lancés par le gouvernement, arbitrés par le coordonnateur René Ricol, et nous permettront là aussi d'être à la pointe de l'innovation dans le domaine de l'automobile, de l'aéronautique, du ferroviaire, du médicament, de l'Institut de la filière de la santé que j'ai installé ce matin avec son comité stratégique de filière, de la fibre optique pour les technologies de l'information et de la communication. En gros, vous aviez De Gaulle-Pompidou, qui était un grand tournant avec l'électronucléaire, l'aéronautique. On va avoir Estrosi-Sarkozy. Aujourd'hui, on peut dire que nous avons engagé une nouvelle révolution industrielle parce que nous avons eu le courage de dégager les investissements nécessaires tournés vers l'innovation, en même temps qu'on essaie de retrouver les marges de compétitivité et en respectant des règles donnant, gagnant entre donneurs d'ordre et sous-traitants pour que nos PME ne subissent plus les pressions sur les prix qu'elles ont subi des grands donneurs d'ordre ces dernières années. C'est bien entendu. Merci Christian Estrosi. Merci Éric Lamarque. Voilà, fin de cette émission. Vous pouvez la retrouver sur www.publicsénat.fr. Comme d'hab, et soyez bien sur Public Sénat.